Je suis un ami de Hossein Ait Ahmed. J'ai été aussi son adversaire à certains moments. Nous avons milité dans les mêmes partis jusqu'au moment de notre séparation en 1963. J'ai pris le chemin de la prison après lui en 1965 et dès cette période, j'ai repris contact avec lui en lui adressant une lettre remise à un de ses militants, le père Yahya, qui était dans la même prison que nous à Lombez. Et je l'ai revu plus tard, quand je me suis évadé, et j'ai écrit mon premier livre sur les origines du FLN, et à cette occasion, on m'a demandé d'aller le voir, et je l'ai revu en 1976 chez lui en Suisse, et depuis, nous avons convenu de nous voir régulièrement, et je l'ai fait jusque quelques mois avant son décès. Je l'appelais, on avait une conversation politique. Quand il passait à Paris, il m'appelait, on se voyait, soit seul, soit avec des de ses collaborateurs. Et je me souviens d'un jour où je l'ai appelé et il a commencé à me parler et j'ai trouvé son élocution très difficile. Il ne terminait pas ses phrases. Je lui ai dit, si Hossein, je vois que vous êtes fatigué, je vous rappellerai dans quelques jours. Il m'a dit merci et j'ai rappelé et je n'ai plus eu au téléphone. J'ai compris que quelque chose de grave lui était arrivé. Autrement dit, j'attendais des nouvelles de lui qui ne seraient pas bonnes. Et je le regrettais profondément parce que on aimerait toujours que des hommes qui ont consacré leur vie à un pays meurent dans de bonnes conditions, entouré de tous ceux qu'il a aimés et de tous ceux avec qui il a combattu. Et donc, évidemment, dans nos conversations, le Maghreb revenait souvent. D'abord parce qu'il m'avait confié son rapport à la conférence de Zedin de 1948. Je l'ai donc publié dans les archives de la Révolution algérienne. Et à ce moment-là, nous avons commencé du Maghreb et il m'a même incité à faire quelque chose dans ce sens. C'est dans ce contexte qu'on a fait un numéro de la revue Souel, dans lequel on a dégagé un certain nombre de thèses pour la construction du Maghreb. Il a été interviewé par Sami Nahir et on trouve une bonne partie de ses idées sur le Maghreb, pas seulement de ses idées, mais de son comportement en tant qu'acteur. La première qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'il a essayé de concevoir le Maghreb comme projet historique, c'est-à-dire non pas seulement une unité des trois pays, mais une nation maghrébine conçue selon des sensibilités différentes des trois pays. Donc, pas de type jacobin, pas de type centralisé à l'outrance, etc. Un Maghreb qui serait
de conception, je dirais, ouverte. Et cela, il le mettait en pratique dans ses conversations, surtout à partir du moment où l'idée du Maghreb était bloquée par le conflit entre l'Algérie et le Maroc sur la question du Sahara occidental. Et ce qu'il déplorait essentiellement, c'était le fait que nous devions réaliser que si les Marocains et les Tunisiens n'ont pas marché du même pas que nous, ils ont marché avec nous. Et que, en acceptant d'être nos bases arrière, ils ont permis à la révolution algérienne d'aller plus loin. La deuxième chose qui le frappait, donc, en ce sens, il lui semblait qu'aux yeux de l'opinion, il ne fallait pas simplement parler des tensions qu'on avait eues avec ces deux pays. Il fallait aller aux sources de ces tensions. Le sens de ces tensions, c'est que nous étions tous les trois pays, engagés dans une course vers la construction de la nation. Et qu'il faudrait peut-être réinterroger l'espace maghrébin dans son ensemble si on veut résoudre le problème des configurations de nos pays après la conquête coloniale. Cette configuration, ce n'était pas celle des pays avant, elle est autre maintenant, mais cette question doit être réinterrogée, doit être abordée en réinterrogeant l'espace. Et je dois dire que ces derniers temps, ce problème se pose d'une manière dirimante à toute l'Afrique et même aux pays du Moyen-Orient, même en Asie, entre la Chine, le Siam, enfin la Thaïlande, le Japon, etc., et le Vietnam. Donc, c'est des problèmes, si vous voulez, d'une phase de l'évolution humaine. Et qu'ils peuvent être, ces problèmes peuvent être résolus par le dialogue et non pas par la recherche de l'affrontement et comment dirais-je, de la dispute. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'a semblé intéressant dans une des conversations qu'on a eues sur cette question, c'est qu'il lui semblait qu'on pourrait aborder le problème par un autre biais et se demander ce que coûte la non-construction du Maghreb à chacun des pays. Qu'est-ce qu'on y perd? Nous, on est en train de lutter sur la base d'une question, qu'est-ce qu'on peut gagner comme espace? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on perd en nous dressant les uns contre les autres et ce qu'on perd en énergie, ce qu'on perd en ressources humaines, ce qu'on arrache aux forces de développement, etc., etc. Donc, c'est un biais qui... La deuxième question qui lui paraissait importante, c'était la
la marche vers le cloisonnement. Il y avait comme une espèce de marche vers le cloisonnement entre les différents pays. Je me souviens que comme étudiant, je connaissais quasiment la quasi-totalité de ce qui est devenu la classe dirigeante tunisienne ou marocaine. Et je me souviens que lors des luttes pour l'indépendance, des Tunisiens ou des Marocains qui avaient leurs associations, il leur est arrivé de me demander d'aller présenter la question marocaine ou la question tunisienne devant un auditoire français. Aujourd'hui, ce type de démarche est devenu quasiment impossible. Je me souviens comme professeur à l'université que les associations n'avaient presque pas de rapport entre elles. Et comme j'allais tout le temps avec, à la cérémonie concernant l'enlèvement de Ben Barka à la brasserie Lip, je pouvais compter le nombre des Algériens sur les bouts des doigts. Ce n'était pas ça il y a quelques années encore. Alors que ici, par les biais de la vie en France et par le biais des mariages mixtes, il y a vraiment une Afrique du Nord, un Maghreb qui est en train de se dessiner. Donc il y a ces choses d'une manière contradictoire. Alors pour la construction du Maghreb, le grand problème qu'on avait dans le débat, c'est qu'il y avait une des responsabilités algériennes, c'est que nous avions de très fortes colonies en Tunisie, au Maroc et même en Libye, mais que notre immigration ou nos réfugiés n'ont pas su ou pu diffuser une conception du Maghreb, une manière d'être, de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'était la faiblesse du FLN. C'est une des grandes faiblesses du FLN que nous payons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en général, le contenu social de cette Afrique, de ce Maghreb, on n'en a jamais discuté au fond. Le Maghreb était l'affaire d'une élite sentimentale. Si vous allez faire un tour dans l'espace saharien ou dans certains espaces montagnards, vous verrez qu'il y a déjà un Maghreb, c'est-à-dire que les gens ressemblent tout à fait, dans l'espace saharien, la nationalité algérienne, tunisienne, marocaine n'est pas première, c'est le rapport à l'espace. Et donc toutes ces questions, à mon avis, notre jeunesse devrait s'y intéresser. J'ai remarqué avec beaucoup de déplaisir que je n'ai eu, pendant 15 ans d'enseignement, je n'ai jamais eu un étudiant algérien travaillant sur le Maroc. J'ai eu des étudiants marocains et tunisiens travaillant sur l'Algérie. Et ça m'a beaucoup peiné. Et je pense que les idées qu'a développées Houssine sur le coût du non-Maghreb sont à prendre au sérieux et doivent être essayées, au moins essayées. Essayées d'abord par le travail sur les possibilités que nous avons ensemble. Ensuite, de comprendre que, à l'ère de l'émergence de nouvelles configurations qui s'écartent des anciennes fondées sur la nation et exclusivement sur la nation, il y a un effort à faire
en voyant nos ressources, nos hommes, parce que essayez de voir les configurations qui existent. Elles n'ont pas autant d'atouts que nous au départ, c'est-à-dire même langue, même religion, hein, même ethnie, parce que ce qu'on appelle les Arabes, c'est les Berbères arabisés par le langage. Donc c'est quasiment, quand il y a des études sur l'anthropologie des régions, on voit qu'elles sont quasiment identiques, qu'elles parlent une langue ou qu'elles parlent une autre. Alors là, il y a des choses à prendre dans les écrits de Sid Hussein sur ce sujet-là.